Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de Thérapie sans frontières. Aujourd'hui avec nous Jean-Marie Villiers, psychologue clinicien d'orientation psychanalytique. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Alors, première chose, quand Jean-Marie est arrivé, en installant un peu le dispositif pour enregistrer ce podcast, j'ai fait tomber ma tasse de thé que j'ai cassée. Et on a commencé à discuter avec Jean-Marie sur la signification ou la non-signification d'ailleurs de ce genre d'événement. Et du coup, Jean-Marie, est-ce que tu peux nous dire comment on appelle ce genre d'événement en psychanalyse? En psychanalyse, on appellerait ça un acte manqué. Donc c'est un acte que l'on fait alors qu'on ne voulait pas le faire. Et selon Freud, ce serait un peu la puissance de l'inconscient qui pousse à faire cet acte-là. Donc c'est un geste qui correspond à un lapsus. Lapsus, c'est quelque chose qui sort, qui émane du langage, qui sort par la voix. Et l'acte manqué sortirait un peu par le geste, si je puis dire. Bon, l'essence de l'acte manqué, dans l'orthodoxie psychanalytique, serait d'être réussi. C'est-à-dire qu'il serait l'expression de l'inconscient du sujet. Donc il viendrait d'un petit peu loin. Voilà. Mais on n'est pas toujours, on n'est pas obligé de faire des surinterprétations. On n'est pas obligé de dire que tout est acte manqué. Vous marchez sur une peau de banane, il y avait une peau de banane. Bon, est-ce que c'est un acte manqué? Voilà. Je me demande ce que ça veut dire là, le fait que je casse ces tasses. Alors du coup, c'est hyper intéressant ce que tu me dis par rapport au fait de ne pas faire de surinterprétation. Dans moi, ce que je connais de la psychanalyse, et j'en connais pas grand-chose, l'interprétation est une des forces ou une des qualités, ou la qualité d'interprétation détermine quelque part la qualité du psychanalyste. Qu'en penses-tu? Bah, l'idée, c'est qu'un psychanalyste entend, c'est quand même important. L'idée aussi, c'est qu'un psychanalyste parle, ce qui n'est pas le Waouh! cas de tous les analystes. Beaucoup appliquent une espèce de concept un peu scabreux qui s'appelle la neutralité bienveillante et ils restent dans une position plutôt défensive, ils ne parlent pas. Alors du coup, si vous ne parlez pas, vous ne risquez pas de dire des bêtises, il n'y a aucun risque. C'est très bien. Mais il me semble que l'analyste doit aussi se risquer à la parole pour que les choses avancent avec le patient. Alors du coup, ça nous amène directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la psychanalyse selon Jean-Marie Villiers? Comment tu vois la psychanalyse? La psychanalyse, je dirais, c'est déjà l'idée qu'il y a un inconscient quand même. Donc le sujet est mu par un inconscient qu'il ne connaît pas et qui le conduit à faire des choses qui pourraient être surprenantes pour tout un chacun, et voire pour lui-même, et souvent dans une sorte de compulsion de répétition qui le conduirait à les répéter. Et la répétition peut être aussi transgénérationnelle. On peut observer que statistiquement, les parents qui divorcent sont des enfants qui ont une petite tendance à divorcer, que les mères célibataires qui font des filles qui ont une petite tendance à devenir mères célibataires. Et parfois, les mères célibataires qui accouchent en prison font des filles qui deviennent mères célibataires et qui accouchent en prison. J'avais lu un article là-dessus dans Libération. J'ai pas lu une étude là-dessus, mais enfin, ça me paraît pas complètement impossible. Pour préciser un peu plus, quand tu parles de ça, je pourrais presque entendre du déterminisme. Ah, Mais te connaissant, justement, je me dis, non, c'est pas ce qu'il est en train de dire. Est-ce que tu pourrais nous préciser un peu plus? j'ai bien dit statistiquement. Ça veut dire que, justement, l'idée de la psychanalyse, c'est que les mots peuvent guérir, les mots peuvent faire changer, et avec l'analyste, dans le cadre d'une relation patient-analyste, avec une relation qui est une relation d'affect, qui est un lien qui peut être assez puissant, qui s'appelle le transfert. Le transfert, c'est un peu les relations d'affect de l'analysant, donc du patient, pour l'analyste. Le contre-transfert, c'est les relations d'affect de l'analyste pour l'analysant. Et évidemment, il y a des relations d'affect chez l'analyste pour le patient, toujours. Et l'idée, ceci crée ce qu'on appelle le complexe transféro-contre-transférentiel, qui fait que c'est avec ça qu'on fait un peu avancer la machine. Je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais tu as utilisé plein de gros mots. Transfert, contre-transfert, Oui, complexe transférentiel, c'est ça? transféro-contre-transférentiel, c'est plus simple encore. Transféro contre transférentiel. Beaucoup de gens en fait ont on va dire une connaissance plutôt intuitive de ce que c'est. Est-ce que tu peux nous donner des exemples très concrets que tu as vécu en tant que patient, on en parlera plus tard, enfin ou analysant, ou en tant que thérapeute, enfin ou psychologue clinicien?
qui illustrerait ces concepts-là de manière claire pour nos auditeurs? Alors le transfert, enfin, l'idée, c'est que c'est l'amour qui guérit. Et l'amour, c'est quelque chose qui est partagé, qui se fait à deux. Et donc, quand je parle de complexe transféro-contre-transférentiel, c'est une espèce d'amour à deux. Et c'est un chemin que l'analyste fait avec le patient, que le patient fait avec l'analyste, qui est bon, mais ça et là d'embûches, mais qui est très riche et qui est très intéressant. Alors, des exemples de transferts. Là, il y en a un qui me vient, c'était assez drôle. Une patiente qui a mis du temps à s'en rendre compte. Elle avait peint sa chambre de la même couleur que les murs de mon bureau. ce, qui, ce qui- ce qui était un peu signe d'un transfert assez puissant. Ok, Voilà. Le fait que la patiente ou le patient éprouve de l'affect pour l'analyste va permettre à l'analyste d'avoir une certaine autorité, un certain pouvoir, une certaine puissance pour que le patient et la patiente fonctionnent différemment. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que dans cette relation transférentielle, le transfert, c'est un levier qui va, à partir du moment où l'autre vous fait confiance, parce qu'il vous aime et que voilà, il s'est tissé des liens, l'autre va pouvoir changer, le patient va pouvoir changer. C'est ça qui est absolument prodigieux, mais il faut un petit peu de temps pour que le transfert se crée, etc. Par exemple, si Freud définit un concept un peu technique, enfin la dénégation, comme ça, il dit, un patient vient le voir, il lui raconte un beau rêve, et Freud lui dit à quoi ça vous fait penser, et le patient répond, superbe, en tout cas, surtout pas à ma mère. Bon, tout un chacun pourra entendre que c'est bien de la mer dont il s'agit, bien évidemment. C'est une dénégation. Pourquoi il dit, il aurait pu dire, je pense aux petits-fleurs, aux petits-oiseaux, je sais pas quoi, n'importe quoi, aux Alpes. Bon, il pense à quoi? Surtout pas à sa mère. Bon, sauf que si le patient vous dit ça à la première séance, et si vous lui dites, ah mais bien sûr que si, vous l'avez dit, c'est à votre mère que vous pensez. Alors vous allez renforcer les résistances du patient, il va vous dire, ah non, non, pas du tout, c'est pas à ma mère que je pensais, de quoi est-ce que vous me parlez? Voilà. en psychanalyse, on peut aussi parler d'alliance thérapeutique, c'est-à-dire ce moment où on commence à se faire confiance. L'alliance thérapeutique, moi je le verrais plutôt ça, dans certains cas avec une thérapie d'adolescent où il faut faire alliance un peu avec les parents, ou je sais pas. C'est compliqué l'alliance D'accord. thérapeutique, c'est pas un concept D'accord. que j'emploie. Ok. Quand tu nous expliquais ce que c'était que le transfert, tu as dit que c'est quand le patient ou l'analysant commence à avoir de l'affect pour l'analyste, Oui. que l'analyste a du pouvoir pour faire du nouveau, on va dire, avec l'analysant. Oui, du pouvoir ou du crédit. Euh, D'accord. Justement, je voulais qu'on revienne là-dessus. C'est du pouvoir ou c'est du crédit? Parce qu'avoir du pouvoir sur quelqu'un n'est pas la même chose qu'avoir du crédit auprès de quelqu'un. Pouvoir, ça peut être péjorant, mais c'est du moment où il y a une relation transférentielle qui s'est créée, vous avez quand même, en tant qu'analyste, le pouvoir de faire changer les choses chez le patient. Voilà, donc un pouvoir que vous avez. Et l'idée, c'est de faire comprendre, entendre au patient que les choses pourraient fonctionner autrement, qu'il pourrait éviter de répéter les mêmes erreurs, les mêmes errements, les mêmes échecs. Ce dispositif, quand il y a un pouvoir d'un côté, peut ouvrir la porte justement à des comportements pervers. Comment on fait pour réguler ce pouvoir? Un, c'est le chiffre de la psychose. Le psychotique se compte un. Donc il est fusionnel avec sa mère, il est morcelé. Le pervers se compte 2, le 2, c'est le chiffre de la perversion, dialectique du maître et de l'esclave, du sado et du maso. Et le névrosé se compte 3. Donc triangulation édipienne, le père, la mère, voilà, comme on dit en droit romain, un témoin ne vaut rien. Et pour se compter 3, donc pour que le dispositif thérapeutique soit un dispositif normalo-névrotique et ne puisse pas glisser vers un dispositif pervers, il est de bon ton, si je puis dire, d'aller voir un tiers que l'on appelle contrôleur ou superviseur, que l'on paye et auquel on parle de ses patients. Et donc, ce qui permet de recadrer, etc., parce qu'il peut arriver qu'un patient entre dans votre psyché et rencontre un de vos points aveugles, et du coup ça vrille un peu, donc voilà, et que c'est pas que vous voulez que ça fonctionne pas, il n'a pas une jouissance pervers à faire du mal à l'autre, c'est un métier où on a une boîte, dans lequel on a une boîte à outils, mais on est toujours en train d'inventer une pratique, et le fait d'aller voir quelqu'un, un tiers, pour parler des patients, ça permet aussi de trianguler et de névrotiser le système thérapeutique. Donc pour qu'il y ait une thérapie, en fait, il faut être 3. Il faut un patient, un analyste
et un contrôleur analytique. Voilà. Tu as parlé au début de 1, le chiffre de la psychose, de 2, le chiffre de la perversion et de 3, le chiffre de la névrose normale. Est-ce que tu pourrais essayer de nous l'illustrer avec des exemples un peu plus concrets pour que les auditeurs puissent se rendre compte de ce que c'est? Le 1, le 2, le 3, c'est un peu des complexes qui sont sortis de mon chapeau. Je n'ai lu nulle part, mais je pense que quelqu'un a bien dû écrire là-dessus, parce que parfois on croit qu'on invente des choses. La question de la psychose, c'est que pour le psychotique, Qu'est-ce qu'un il n'y a pas psychotique d'autre. déjà? Alors, un psychotique, c'est, en langage commun, c'est un fou. Donc c'est un fou et ça peut se caractériser par divers symptômes, par exemple des hallucinations, des délires qui peuvent être très puissants, des délires paranoïaques par exemple, du type je vais tuer le mari de ma sœur parce qu'il m'en veut, voilà, alors que peut-être que le seul défaut du mari de la sœur c'est de coucher avec la sœur par exemple, ça peut arriver. Alors il y a plusieurs types de psychose, de folie. Il y a les folies qui sont plutôt acquises, la schizophrénie, ça questionne vraiment l'environnement social. Et il y a des folies qui peuvent avoir un fondement héréditaire. La psychose maniaco-dépressive, là, ce sont enfin, je parle, maintenant on dit bipolaire, mais bipolaire, ça, c'est les Américains qui ont inventé ce mot-là pour vendre du médicament. Ils ont beaucoup élargi le champ des bipolaires, parce qu'évidemment, dans la vie, il y a des moments où vous allez bien, puis il y a des moments où vous allez moins bien. Et quand vous allez moins bien, c'est le moment de vous donner des médicaments. Voilà. Et il me semble que c'est un peu la vie d'aller bien et d'aller moins bien, quoi. Sinon, voilà. Et même le psychanalyste doit pouvoir aller pas bien. Je veux dire, dans le fantasme, les analystes, il va pas bien, etc. Et ben, parfois, le psychanalyste, il a des soucis et parfois, il va pas très bien, c'est vrai. Mais ça, il ne le confie pas à ses patients. Mais c'est pas parce que vous êtes analyste que tout va bien. Voilà. Et la vie, c'est le mouvement. C'est ça. Voilà. Et sinon, principe de précaution, c'est tous morts. Ça, tous morts, il ne peut rien nous arriver, tout va bien. Donc la vie, c'est le risque, la vie, c'est le mouvement, et la vie, c'est l'amour. Ah, c'est beau. Tu nous expliquais que la psychose... La psychose, c'est de la folie. Donc, ce sont des gens qui souffrent terriblement. Par exemple, là, je pense à un cas qu'on m'avait raconté, une patiente qui avait des hallucinations olfactives. Elle avait compris que son voisin lui envoyait des mauvaises odeurs. Et ça allait très loin, parce qu'elle est montée sur une échelle et elle a pris un marteau, elle a commencé à casser le plafond. Aller voir d'où venait la mauvaise odeur chez le voisin. Vous voyez, c'est bon. Donc, ce sont des gens qui souffrent terriblement. Et en matière de psychologie clinique, psychiatrie, psychanalyse, on parle de structure. Quand la psychose est une structure psychique, en principe, on n'en guérit pas. Je veux dire, c'est fort clos, comme dirait Jacques Lacan. Le psychotique est psychotique. Alors après, on accompagne les psychotiques plus ou moins bien. Les bipolaires, les psychoses maniaco-dépressives, c'est un peu difficile dans la mesure où il y a quand même beaucoup de suicides dans ce genre de pathologie-là. Le problème aussi, c'est que maintenant, c'est un peu beaucoup orienté vers la distribution de médicaments, et alors qu'avant on avait créé des institutions du type Laborde avec la psychothérapie institutionnelle où le psychotique pouvait être jardinier, pouvait être bibliothécaire, enfin voilà, et que tout le monde était un peu soignant les autres et qu'il n'y avait pas de blouse blanche, quoi. Et voilà. Je comprends bien maintenant que le psychotique est un, c'est-à-dire que l'autre n'existe pas pour lui. Il n'y a pas d'autre. Et c'est beaucoup plus clair. Qu'est-ce que le pervers? Alors, je te pose d'autant plus la question qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que la moitié de la population masculine déjà sont des pervers narcissiques et que l'autre moitié, c'est des pervers. Alors, qu'est-ce qu'un vrai pervers? Un vrai pervers, une définition que j'aime bien, c'est celui qui est dans la jouissance de la souffrance de l'autre. C'est hyper intéressant parce que ça, quelqu'un m'avait fait par exemple du mal ou avait été injuste envers moi et j'ai pu toucher du doigt cette jouissance pendant un moment. Est-ce que ça fait de moi un pervers? Non, mais là, c'est à peu près normalo-névrotique. Je veux dire, pour être simple, un méchant, il lui arrive malheur, tout un chacun pourrait être content. Je veux dire, c'est assez simple. Non, le pervers, il instrumentalise l'autre, qui prend pour un objet, et il va le faire souffrir, quoi. Et alors le problème, c'est que parfois l'autre, il rentre dans la boucle. Il rentre dans la boucle et il aime bien. C'est compliqué. Alors après, il y a les perversions morales et puis après, il y a les perversions sexuelles. Alors où commencent et où s'arrêtent les perversions sexuelles, c'est des choses compliquées.
Donc le pervers jouit des dysfonctionnements. Il aime bien prendre la direction d'institutions. Il peut être très efficace et très efficace pour foutre la pagaille et regarder comment ça marche et monopoliser l'attention et maltraiter. Enfin, je veux dire, le pervers est un homme ou une femme de pouvoir. Alors le pervers narcissique, pour moi, c'est un petit peu un concept un peu compliqué parce que tout pervers est par essence narcissique. Et le pervers narcissique, C'est une mode. c'est un concept assez récent, là, inventé par un type brillant, d'ailleurs, je ne trouve plus son nom, mais voilà. C'est un peu facile, suite à un échec génial, affectif, etc., enfin, je connais le cas, de traiter quelqu'un de pervers narcissique. Je veux dire, c'est compliqué. Après, les vies de couple sont pas souvent simples non plus. L'amour, c'est quelque chose qui n'est pas évident, qui parfois mérite de se travailler aussi un peu au jour le jour. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une différence entre une personne qui est perverse et une situation perverse? C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans la vie de tous les jours, on a tous vécu des moments où on a pu utiliser d'autres personnes, où on a pu faire souffrir d'autres personnes, même des fois sans s'en rendre compte ou à dessein. Et j'ai l'impression, comme tu disais, surtout dans les couples, l'amour c'est très compliqué. Des fois, il peut y avoir des comportements pervers. Est-ce que tu fais une différence entre, par exemple, un comportement ou une attitude perverse et une structure psychologique perverse? Arriver à ses fins, c'est la jouissance de la souffrance de l'autre. C'est l'idée, c'est de faire mal pour le plaisir. Vous voyez, même un enfant, même un nourrisson peut instrumentaliser sa mère, etc., la faire tourner bourrique, etc. Mais on ne peut pas dire que l'enfant est pervers. Vous voyez, il a envie de ci, il a envie de ça, voilà, et hop, il se débrouille pour faire tomber son truc, son jouet, on lui ramasse, il le refait tomber, enfin, etc. Voilà, et puis il fait l'expérience de Darwin, enfin, pas de Darwin, pardon, de Newton. On brillait là-dessus parce que j'ai fait un joli lapsus, là, pour le coup. Ah, là on va voir. Alors, qu'est-ce que l'interprétation d'un psychanalyste sur son propre lapsus? Alors, Darwin, Newton. Pourquoi j'ai dit Darwin? Freud a dit que l'homme, le narcissisme, on parlait du narcissisme, de l'homme en avait pris 3 sévères coups. La première fois, c'est quand Galilée a dit que la Terre n'est pas le centre de l'univers. Après, il y a Darwin qui est arrivé et qui a dit l'homme descend du singe. Donc c'est la deuxième fois où le narcissisme de l'homme a été quand même atteint, et atteint d'une manière assez profonde. Et la troisième fois, c'est Freud, avec la découverte ou le prolongement de la découverte de l'inconscient, Freud qui a dit que l'homme n'est pas maître dans sa maison. Il voulait dire par là que l'homme est ému par un inconscient qu'il ne connaît pas. Alors, quand Jean-Marie a parlé du concept d'inconscient, il m'a regardé avec un clin d'œil, parce on l'a abordé le sujet juste avant. J'ai découvert en fait que l'inconscient a été découvert bien avant Freud par la psychologie romantique, qui est issue de la philosophie romantique. Et du coup, c'est pour ça qu'il me faisait un clin d'œil. D'ailleurs, à ce propos, il y a beaucoup de polémiques, de controverses autour de Freud. Pour toi, quel est le véritable apport de Freud à l'humanité? Le véritable apport de Freud, c'est l'idée de recevoir quelqu'un, de l'écouter et de faire en sorte que le quelqu'un aille moins mal. Donc l'idée, c'est que l'homme parle et que le langage échappe et que on peut faire une thérapie grâce au langage. Parler, c'est difficile. Prendre des médicaments, c'est quand même plus facile. Prendre des médicaments, en plus, c'est extraordinaire, puisqu'il y a deux... dans les médicaments, il y a le père médecin qui vous prescrit le médicament, et le médicament est remboursé par la mère, la sécurité sociale. Donc c'est encore mieux que le pinard, c'est encore mieux que la cigarette, parce que ça c'est en vente libre aussi, il y a des dealers partout. Mais là, les médicaments, c'est prescrit, c'est délivré. Alors, le pharmacien ne vend pas des médicaments, il délivre une ordonnance, donc il a le droit de dire non. D'ailleurs, c'est un des rares commerçants qui puisse dire non. Et la sécurité sociale rembourse. La sécurité sociale étant une femme, je vous le rappelle, puisqu'on dit le trou de la sécurité sociale et on dit le déficit du budget. Donc symboliquement, il y a des parents conjugués qui vous prescrivent des médicaments. Voilà, et qui plombe les gens, tandis que la parole, c'est ça qui est bien, elle peut être libératrice. Voilà, c'est ça qui est extraordinaire. Sauf que c'est dur de dire. Ça sent dans ta voix quand tu dis libératrice. Alors j'aimerais juste revenir quand même, parce que j'entends très clairement, et tu le dis de manière très claire, ton point sur les médicaments.
Est-ce que c'est aussi catégorique que ça ou est-ce qu'il y a des cas, je pense notamment aux troubles bipolaires ou le trouble maniaco-dépressif, où justement les médicaments ou la dépression profonde, où les médicaments peuvent être en soutien? C'est-à-dire pour toi, c'est pas de médicament ou le médicament ne suffit plus? Est-ce qu'on peut mettre de la nuance avec le médicament ou pas du tout? Oui, on peut bien sûr. J'étais un petit peu dans l'outrance taquine. Mais bon, Ça ne déjà, m'étonne pas de toi. après, se pose la question des médicaments pour les grands dépressifs. Je ne suis pas médecin, je suis pas prescripteur, donc déjà, j'ai pas ce problème-là. Le problème, c'est que ces médicaments font de l'effet quelque temps, mais très vite, ils font plus beaucoup d'effet. Donc, moi, je me souviens d'un patient qui prenait du Prozac, qui m'a dit que très vite, ça lui a pu faire beaucoup d'effets, mais tout assez vite, il est devenu accro. C'est le Hmm. paradoxe. Donc, Ouais. et C'est une drogue. il m'a dit, j'ai eu un mal de chien à m'en débarrasser. En fait, c'est la banalisation de la prise de médicaments et aussi ce que j'entends, c'est la stratégie du tout médicament ou du seulement médicament, où le médicament règle tout. Bah, c'est un commerce aussi. C'est-à-dire C'est que bah, évidemment. je pense que dans les industries, il y a le numérique, c'est peut-être la première industrie au monde avec le pétrole. Et devant les canons et devant la pub, il y a quoi? Il y a les laboratoires, il y a les médicaments. Voilà. Et la France est, je crois, l'un ou le plus gros consommateur de psychotropes au monde, grâce à notre mère à tous, la sécurité sociale. J'aimerais maintenant qu'on revienne un peu sur Jean-Marie. Je suis très curieux de savoir comment tu es tombé dans la psychologie clinique et la psychanalyse. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Bah, comme m'a dit un jour une prof à la fac, elle disait si vous êtes là, en faisant des études de psychologie clinique, c'est parce qu'il y a de la souffrance. Sans ça, vous deviendriez pharmacien, avocat ou notaire comme tout le monde. Je dirais que j'ai pas eu tellement le choix quelque part. C'était parler ou mourir. Je me suis retrouvé avec une pathologie, donc bon, j'avais mal, et j'avais mal aux pieds. Et DIP, ça veut dire pied enflé, il paraît, mais moi j'avais mal aux pieds tout le temps. Et puis alors on vous fait une radio, il n'y a rien, on fait une scintigraphie, il n'y a rien, on fait une analyse de sang, analyse d'urine, et puis il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et puis à la fin, il y a quand même un médecin un peu plus inspiré que les autres qui m'a dit c'est dans la tête, si je puis dire. Le pied est dans la tête. Voilà. Donc c'est ce que Freud appellerait le langage d'organe. Donc je voulais plus avancer, je voulais plus marcher, voilà. Et donc je suis allé pousser la porte d'un psychologue clinicien. Voilà. Même pousser plusieurs fois plusieurs portes parce que j'en ai vu plusieurs. Donc du coup, là, c'est comme ça que tu es entré en fait en tant que patient. Ça s'est fait un petit peu, pour paraphraser un célèbre coureur cycliste, à l'insu de mon plein gré. J'étais parler ou mourir, j'étais un petit peu obligé. Et alors, ce qui est assez intéressant dans les psychothérapies, c'est qu'il y en a qui disent que ça dure des années, c'est interminable, etc. C'est que, mais très vite, il y a des progrès. C'est ça qui est extraordinaire. C'est dès les premières séances, il y a des progrès. Dès les premières séances, le patient peut bouger. Donc moi, j'ai bougé, etc. C'est ça qui est assez fascinant. Et puis, on n'a jamais terminé d'agrandir son moi. C'est clair. Est-ce que tu te rappelles du moment où tu t'es dit, je veux aussi en faire un métier? Alors, c'est une question intéressante parce que je n'ai jamais voulu faire un métier de quoi que ce soit. C'est aussi un concept où j'ai pas eu l'occasion de dire grand-chose là-dessus, pourtant j'en ai lu pas mal. C'est le désir inconscient d'être analyste. Ok. À quel moment où je me suis dit il y a quand même quelque chose, c'est qu'avec la première tranche d'analyse que j'ai pu faire, au bout de quelques années, l'analyse, c'était une femme, me dit, j'avais commencé sur le fauteuil, et puis j'étais arrivé sur le divan, si on peut dire, le canapé, et elle me dit, mais décrivez-moi le fauteuil. Et j'ai décrit le fauteuil de l'analyste. Donc là, j'ai compris que j'étais passé un peu de l'autre côté. J'ai un peu intuité mon désir inconscient d'être analyste. Un peu comme si c'est pas quelque chose que j'ai décrété. Comme entrer en analyse, ce n'est pas quelque chose que j'ai décrété. Ça s'est fait un peu, j'étais un peu, je vous dis, parler ou mourir, je le répète, mais ça me fait associer avec un sculpteur de ma connaissance, un très bon sculpteur, qui disait que c'était le marbre qui imposait, le bloc lui-même, qui imposait la sculpture qu'il allait faire. Ça me fait aussi penser au concept spinoziste de conatus. C'est-à-dire que c'est cet élan de vie
Il y a eu cet élan qui t'a poussé à pousser la porte d'une psychologue clinicienne et c'était ce même élan qui t'a poussé à devenir analyste. Est-ce que ça te parle? Oui, parce que je pense que c'est quand même un miracle que je sois encore en vie, que je ne sois pas fou. Je pense qu'il y a 2 miracles là-dedans. Et comme j'aime à dire aussi, c'est que le patient, une fois qu'il m'a téléphoné, il a déjà fait 50% du travail. Après, il reste 50%, mais déjà, reconnaître que ça ne va pas et que faire confiance à l'autre, à quelqu'un qui aurait une certaine compétence, etc., pour parler de ses problèmes, c'est déjà faire un grand pas. C'est très intéressant ce que tu dis sur la demande et le fait d'appeler. C'est d'autant plus difficile en ce moment que l'offre est très large et il y a de tout. Et du coup, ça m'amène à te poser une question que je pose maintenant de manière quasiment traditionnelle. Comment on choisit son thérapeute? Quel conseil tu peux donner à quelqu'un pour ça? C'est une question difficile. Alors déjà, je dirais, la première impression est souvent la bonne, surtout si elle est mauvaise. Quand vous entrez dans le bureau de quelqu'un, il vous jette un regard noir, il dit rien, machin, etc., qu'il n'est pas contenant, enfin, veut dire que vous le sentez pas, vous n'êtes pas obligé de revenir. Voilà. Et certains sujets reviennent. Parfois, ils reviennent des années, des années et des années. Je veux dire, et parfois, en plus, ils reviennent d'autant plus que le silence de certains analystes favorise une avidité affective et répète le silence des parents. Donc, le patient attend que l'analyste parle comme il attendait que le parent parle. Et l'analyste ne parle pas. Alors du coup, les cures deviennent interminables. Enfin, c'est assez terrible. Et il me semble qu'il y a certains moments où il faut dire au patient, lui confirmer que le ciel est bleu. Tant qu'on ne lui a pas confirmé que le ciel est bleu, il attend qu'on lui confirme. L'analyste, je le répète, doit se risquer à la parole. Voilà. Donc, déjà, celui qui se tait, c'est déjà pas un très bon signe. Ce n'est pas un bon indicateur. Ensuite, il faut tomber sur quelqu'un qui a souffert, qui en est passé par là. Il me semble que ça ne se décrète pas comme ça, comme je l'ai évoqué. C'est un peu, moi, c'est sorti du plus profond de moi, le fait d'être devenu psychologue clinicien. Alors après, il faut se méfier des généralisations abusives, mais j'aurais une petite tendance, parce que j'ai un peu visité à mes dépens, à me méfier des gens très connus qui publient un bouquin par an, qui mettent leur libido plutôt dans leur bouquin que dans leur patience, si je puis dire. Donc, c'est leur œuvre qui les intéresse, c'est la pensée, le surinvestissement de la pensée, mais ce ne sont pas des gens qui sont tellement tournés vers les autres. Il y en a qui évoquent le fait qu'il faut que ce soit quelqu'un qui fasse partie d'une association d'analystes. L'important, c'est quand même questionner aussi si l'analyste a un contrôleur. Une des questions que je voulais te poser, Jean-Marie, c'est la question de l'argent. Est-ce que tu veux bien nous en dire quelques mots? L'argent, c'est quand même quelque chose d'important parce que d'une part, ça permet à l'analyste de payer son gaz, son électricité, son loyer, etc. L'argent, c'est important aussi parce que le patient, en payant, donne du prix à sa parole. Ça lui coûte et je dirais que les thérapies gratuites sont très souvent moins investies que les thérapies qui sont payées. Donc l'idée, c'est de donner du prix à sa parole et l'idée aussi, c'est d'exonérer le patient. Alors là, c'est un peu du Marcel Mauss, la théorie du don et du contre-don. L'argent étant un contre-don par rapport au don que fait l'analyste, puisqu'il se débrouille pour faire en sorte que le patient aille moins mal. Il s'exonère d'une dette vis-à-vis de l'analyste. Et ça me semble important aussi. Sinon, pour ma part, je pratique des tarifs différenciés en fonction des revenus des patients parce que il faut bien tenir compte des revenus des patients pour pouvoir travailler avec eux. Sinon, on ne pourrait pas... celui qui n'a pas d'argent ou très peu d'argent pourrait pas... Mais il faut quand même qu'il paye quelque chose. Voilà. Alors, pour l'anecdote, c'est un très bon bouquin qui s'appelle Grand-père de Marina Picasso, qui était la petite fille de Picasso. Elle avait hérité de son grand-père, alors que quand il est mort, c'était quand même la 15e ou la 16e fortune du monde, je crois. Et elle a fait une thérapie avec un psychanalyste suisse. Et évidemment, pour être rémunérée, pour elle, l'argent, c'était un peu abstrait, parce qu'elle avait de facto une des plus grandes fortunes d'Europe. Et le psychanalyste suisse lui avait demandé de venir par ses propres moyens. Il fallait que ça lui coûte quelque part. Il lui avait demandé de venir par ses propres moyens pour rejoindre son cabinet et non pas avec son chauffeur et tout le team. D'accord. Ok. Merci beaucoup, Jean-Marie. Est-ce que tu as envie de nous dire un petit mot pour la fin? Un petit mot pour la fin. Risquez-vous à la parole. Ça pourra vous faire le plus grand bien. C'est une très belle aventure. Merci pour ce petit moment qu'on a passé ensemble. Merci à tous de nous avoir écoutés. À très bientôt. Au revoir.